Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside avec un nouveau sujet. Évidemment, on va parler du groupe Eram cette fois-ci avec un groupe qui représente 3 marques et il y a une refonte du site e-commerce et on va vous évoquer tout cela dans cet épisode. Première partie, ils vont se présenter, nos 2 intervenants à suivre avec notamment Julien Paya et Alexandre Sampol. La deuxième partie, comment s'est faite la rencontre entre ces 2 marques et on terminera avec le futur pour le groupe Eram, les enjeux et tout ce qui va s'en suivre. Je vais accueillir nos 2 intervenants tout de suite. Je vais commencer donc par Julien Paya qui est responsable e-commerce du groupe Eram. Bienvenue à toi Julien. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Et de l'autre côté, tu as Alexandre Sampol qui est donc un spécialiste e-commerce mais pour la solution Adobe Commerce. C'est bien ça ? Exactement, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous deux, merci Alexandre, merci Julien. Alors je parlais des présentations, alors on va commencer par ces présentations, je vais commencer par toi Julien. Bon, j'ai vendu un peu la mèche au niveau du titre, responsable e-commerce. Déjà, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe Eram ? Qu'est-ce que représente le groupe Eram finalement ? Quand est-ce qu'il a été créé ? Est-ce que tu peux nous apporter tout ça ? Bien sûr. Donc moi, Julien Paya, je suis responsable e-commerce depuis un peu plus de 10 ans dans le groupe Eram. Donc le groupe Eram est constitué de plusieurs marques, notamment donc la marque Gémeaux, qui est un peu le fer de lance du groupe, la plus grosse des marques. Et ensuite de tout un pôle centre-ville, donc constitué de Eram, Bocage, Melo Yellow. Et moi, mon périmètre actuel, c'est de m'occuper justement de ce périmètre-là des 3 marques, quoi. D'accord. Donc Eram, Bocage et Melo Yellow, quoi. Tu disais 10 ans, c'est ça ? Ça fait un peu plus de 10 ans, ouais. D'accord, ok, donc un groupe que tu connais très bien maintenant. Ouais, tout à fait, ouais. Effectivement. Comment on pourrait le définir ce groupe ? Il est international, il est national Alors, il est surtout national, donc il a été fondé en 1927. Donc voilà, donc on a fêté nos 90 ans il y a déjà quelques années. On espère bien franchir les 100 ans d'ici peu de temps, quoi. Donc c'est vraiment un groupe, un groupe qui dure dans le temps, qui s'est fondé historiquement autour de la marque Eram. Et après, de fil en aiguille, donc c'est un groupe qui a fait des créations de marques comme la marque Gémeaux par exemple, ou la marque Bocage, et qui ensuite a également pu se développer autour de marques comme TBS, comme tout un pôle de marques autour vraiment de 2 axes, ce sont les chaussures et le textile. Même si historiquement le groupe est vraiment axé sur les chaussures, quoi. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. En face de toi, donc Alexandre. Alexandre, je t'ai déjà présenté un petit peu, un spécialiste e-commerce de la solution Adobe Commerce. Bon, c'est un peu large. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça fait combien de temps que tu travailles pour cette marque-là ? Et effectivement, le nom Adobe, ça nous parle un peu, en lien avec peut-être Adobe Reader, on dit, c'est comme ça qu'on le prononce ? Exactement, donc moi personnellement ça fait 3 ans que je suis chez Adobe. Adobe qui est connu historiquement, tu le mentionnais sur Adobe Reader, donc tout ce qui est PDF, mais qui est aussi connu avec les solutions dites créatives, Photoshop, etc. Donc ça fait partie de l'offre. Il y a un autre pan des solutions que nous proposons autour de l'expérience client et en fait des solutions de marketing à destination des entreprises, et Adobe Commerce en est la brique e-commerce, et nous avons la chance de collaborer sur ce sujet avec Eram sur les enseignes de centre-ville. Alors c'est quoi un spécialiste e-commerce ? Parce que là c'est un nom en sens large, comment tu peux nous décrire ton travail toi au quotidien ? Moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner des marques dans leurs projets, que ce soit de refonte, d'évolution de commerce, donc de venir, de présenter, d'apporter notre solution et de voir comment on peut les aider aussi à grossir sur la partie e-commerce en ligne, sur l'omnicanalité, etc., tous ces sujets-là. Très bien. Alors moi, c'est une question que je pose souvent à mes invités. Alors elle est un peu intrusive, mais souvent je dis, mais comment s'est faite la rencontre ? C'est-à-dire que qui a démarché qui ? Parfois, c'est effectivement la marque qui va chercher une solution parce qu'elle en a besoin, et parfois, petit travail de commercial, c'est la solution qui va toquer envers la marque. Est-ce qu'on peut en parler, messieurs, par rapport à Adobe et le groupe On peut en parler. Alors là, ça va être assez facile parce qu'en fait, historiquement, Adobe Commerce s'appelait Magento, et il se trouve qu'Eram est un de nos plus vieux clients, je pense, historiques en France. Donc on se connaît depuis quasiment le début, puisque ça a été lancé en 2008. Eram a dû commencer à l'adopter sur des marques. Bon, ça a évolué dans le périmètre, mais en 2010, donc ça fait très longtemps qu'on est en collaboration. C'est fait assez naturellement. Dans l'évolution, dans leurs futurs projets, on était déjà en contact, et puis ça fait un petit moment qu'on est en discussion. Donc toi, tu as récupéré ça quand tu es arrivé il y a 3 ans, c'est ça ? Pas directement quand je suis arrivé, mais j'étais effectivement en charge de la relation avec Eram. C'est comme ça qu'on a pu échanger avec Julien et d'autres personnes du groupe, et puis voir comment on pouvait les accompagner sur le projet, et puis ça continue comme ça, entre guillemets. D'ailleurs, Julien, la décision, elle s'est faite quand, cette refonte ? Parce que c'est ça le sujet. Là, on parle de la refonte des 3 marques, du site e-commerce avec les 3 marques.
À quel moment on se dit dans le groupe, bon allez, faut qu'on passe à l'action? Alors, il y a principalement il y a deux éléments qui nous ont incités à faire la refonte. Le premier, c'est que, donc, comme le disait Alexandre, on est en collaboration déjà depuis un certain nombre d'années. Ce qui veut dire qu'on avait une plateforme déjà existante depuis, avant la refonte, depuis 5-6 ans. Donc en 5 ans, finalement, on fait beaucoup de développement. On fait des développements sur la plateforme. On se crée ce qu'on appelle une dette technique, qui fait qu'à un moment, la plateforme devient assez compliquée à maintenir. Et de fil en aiguille, ça nous oblige donc du coup à faire une refonte, quoi. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment la dette technique. Et le deuxième élément, c'est également le fait qu'on était historiquement sur une version ancienne de Magento, donc d'Adobe, qui nous oblige, qui n'est plus maintenue et qui nous oblige donc à aller sur la version supérieure, quoi. Oui, la solution a évolué, c'est ça en fait. Ouais. 5-6 ans, c'est beaucoup, ça c'est peu et c'est énorme dans la technologie. Donc en fait, c'est des cycles qui sont assez standards, on va dire. Les plateformes évoluent, la technologie évolue et des choses qui sont à la pointe après 5-6 ans ne le sont plus. Donc il y a des évolutions constantes, ça fait aussi partie de notre job à nous, à toi, d'avoir toujours des plateformes, nous de fournir des plateformes qui sont toujours au niveau et puis aux marques de les avoir et puis de mettre en place ces plateformes pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs, aux habitudes du marché, aux évolutions, etc. Oui, on est d'accord qu'une solution comme Adobe ne fait pas exprès de changer pour changer et vendre. C'est parce que ça évolue tellement qu'il faut que vous soyez dans l'air du temps. C'est un peu ça l'histoire. Exactement. On va dire que les habitudes et l'évolution du marché est rapide, très rapide. Et perpétuelle évolution. Oui, parce que ça faisait 7 ans qu'on était sur l'ancienne version. Donc rester 7 ans sur une même version, effectivement, ça montre la pérennité effectivement de l'outil, quoi. 7 ans, on a vraiment le temps de se créer une dette technique, vraiment le temps de faire beaucoup de développement qui fait que la plateforme, elle devient extrêmement compliquée à maintenir au bout d'un certain temps, quoi. Alors, tu as déjà donné un élément de réponse tout à l'heure, mais la question que je voulais te poser aussi, c'était pourquoi centraliser ces 3 marques en fait? C'est-à-dire que vous aviez 3 marques bien distinctes, c'est un vrai choix au final de les mettre toutes sur un même site. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, voilà, donc historiquement, on a 3 sites, 3 plateformes, et clairement en termes de maintenabilité, en termes d'outils, en termes d'écosystème, ça devient plus compliqué. On démultiplie finalement les coûts par plateforme, quoi. ERAM a ses propres outils, ses propres développements. Bocage a ses propres outils, ses propres développements, et MeloYellow également, quoi. Ce qui fait que le choix, en tout cas, qui s'est opéré d'avoir une seule plateforme, l'idée c'est vraiment de mutualiser techniquement et d'avoir un socle technique commun aux 3 marques, quoi. Ça a plusieurs avantages. Ça a effectivement l'avantage d'avoir une seule plateforme à maintenir. Donc en termes de développement, on réduit les coûts. Ça permet de tous les développements ou toutes les fonctionnalités qu'on veut rajouter, on le crée non pas pour une marque, mais on le crée pour les 3 marques. Parce qu'aujourd'hui, même si on a 3 marques, on va dire, qui ont des clientèles différentes, ça reste malgré tout le même métier, quoi. Bocage vend des chaussures, ERAM vend des chaussures, MeloYellow vend des chaussures, quoi. Donc au final, la plupart des fonctionnalités qu'on développe, elles sont efficientes pour les 3 marques, quoi. Donc plutôt que d'avoir 3 développements, ce qu'on appelle 3 TMA, c'est-à-dire 3 développements différents, on peut le faire en une fois, quoi. On est bien d'accord, donc il y a bien 3 sites différents, c'est bien ça? Oui, 3 sites différents avec 3 look and feel différents, donc 3, on va dire, look and feel, donc vraiment l'aspect graphique, quoi. Oui. Donc chaque marque conserve son identité, son esprit de com. Donc on a vraiment 3 URL différents, 3 rendus différents. Par contre, le tout branché sur un socle technique commun, quoi. D'accord, ok. Voilà. C'est ça la force de la solution, ouais. C'est de garder vraiment l'ADN de chaque marque. MeloYellow et ERAM n'ont pas du tout les mêmes ADN, n'ont pas du tout les mêmes clientèles, quoi. Donc il y a besoin d'avoir des aspects graphiques qui soient vraiment propres à chacune des marques. Par contre, derrière, effectivement, des développements communs. Ces 3 marques en plus qui ont des volumes d'affaires qui sont complètement différents, quoi. Ça, c'est aussi l'un des gros avantages de la solution. C'est qu'une plus petite enseigne comme MeloYellow, qui est beaucoup plus petite en volume d'affaires, n'aurait jamais pu se payer, on va dire, un site e-commerce on va dire dans les règles de l'art, quoi. Et le fait de mutualiser les 3 marques, donc de donner du poids et du volume de chiffre d'affaires, permet à nos petites marques de bénéficier finalement des fonctionnalités des grands, quoi. Vous avez donc décidé cela et que ça s'est décidé avec Adobe. Entre le temps où comme une marque valide, alors peut-être que le groupe ERAM, Adobe travaille peut-être avec plusieurs marques, effectivement, ce qui est logique, et qu'elles n'ont pas toutes la même grandeur, mais voilà, une marque comme ERAM qui vient chez toi, qui dit ok, allez, on refond tout ça, entre le moment où vous signez et le moment où ça se fait, ça prend combien de temps, ça?
Alors là, ça a été un exercice de style un peu particulier parce qu'on a eu au début des discussions le Covid qui est arrivé. Donc ça a mis un petit coup d'arrêt. Donc on va dire que ça a été un peu plus allongé que d'habitude. Alors, le temps, on va dire qu'on commence à discuter, ça allait assez rapidement, puisque une fois qu'on a repris les discussions, je pense que ça a été l'histoire de 3 mois de discussion. Après, on se met d'accord sur plein d'aspects. Il y avait cette collaboration qui facilite grandement les échanges. Après, en soi, le projet ici est hyper intéressant parce qu'on mutualise 3 marques, donc ça a des énormes bénéfices. Je pense que ce que tu en parlais, au niveau on va pouvoir réutiliser les designs, on va pouvoir réutiliser les intégrations dans le système d'information, quelque chose qui est clé dans nos métiers. On va pouvoir réutiliser les ressources en interne, etc. Mais on va pouvoir créer un modèle qu'on duplique en fait pour les marques. Ça rajoute un peu de complexité, donc le projet devrait sortir sous peu. Donc ça prend un peu plus de temps de développement. On va être un peu au-dessus, un an et demi, pour sortir la plateforme avec les 3 marques. Et là, ça arrive sous peu, mais je vais laisser la parole. Oui, il y a plusieurs complexités, effectivement. Il y a à peu près 16-17 mois de développement, dû au fait, effectivement, d'avoir cette mutualisation des marques et d'avoir une plateforme commune aux 3 marques. Mais on a introduit également et on a intégré dans cette plateforme également beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'éléments fonctionnels qui créent de la complexité au projet, quoi. On va y revenir, effectivement. Mais on va y revenir, un petit peu plus tard. Mais voilà, donc tu disais un peu plus d'1 an, effectivement. Alors quand tu dis que le Covid a mis un coup d'arrêt, c'est quoi? C'est par rapport aux échanges que c'était plus compliqué, ou c'est parce que justement on s'est aperçu avec le Covid que ça a développé énormément la livraison, par exemple, et moins physique au niveau du magasin? Est-ce que c'est ça qui a joué? Non, c'est plus une tendance où on a tous pris, je pense, une claque avec le premier confinement. Donc je pense que tout le monde a un peu attendu et regardé. Donc je pense que c'est plus ça. Au contraire, après le Covid, on a vu une accélération justement sur tout ce qui est commerce en ligne. Puisque quand tout est fermé sur les boutiques physiques, ce qui prend le relais, c'est le digital. Et donc on a vu une accélération par la suite. Donc ça a été très rapide. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a de belles choses qui sont en train de se passer, et justement ils utilisent entre guillemets tous les bénéfices d'Adobe Commerce en termes de flexibilité. On parlait de fonctionnalité, ils font vraiment des choses qui sont hyper intéressantes. On va parler autour de l'omnicanalité, de cette mutualisation des marques qui apporte plein de bénéfices, donc il y a de belles choses à venir. Et puis c'est que un des milestones de notre collaboration avec le groupe ERAM. Question bateau, messieurs, quand on refond un site, les sites ils sont toujours d'actualité, mais on fait un autre site à côté. C'est ça l'histoire, en fait. On est d'accord, on ne ferme pas les sites. Non. Évidemment. Donc il y a quand même un coût pour vous, pour une marque, de continuer à faire travailler les sites et effectivement de développer l'autre. C'est un vrai choix. Oui, de toute façon, c'est un choix, effectivement. De toute façon, il y a besoin de refondre les sites, il y a besoin effectivement de se mettre au goût du jour, il y a besoin de refaire le design des pages, il y a besoin de refaire des fonctionnalités. Donc de toute façon, les refontes des sites, c'est quelque chose de normal. Donc après, effectivement, l'un des enjeux, c'est le time to market, quoi. C'est effectivement ces temps de développement, les réduire au maximum pour ne pas avoir en même temps un site actuel à entretenir et un nouveau site effectivement à développer, quoi. Alors là, c'est plutôt pour toi que je pose la question, mais tu peux aussi y répondre d'ailleurs, Alexandre, si tu le vois. Mais dans un groupe, quand tu fais une refonte comme ça, comment ça fonctionne au niveau des équipes? Est-ce que malheureusement, une entreprise est obligée de se séparer d'une partie de son équipe parce qu'elle a travaillé finalement sur 3 marques et il n'y en a plus qu'une? Voilà, comment ça se joue dans une entreprise? Alors du coup, par rapport à ce sujet, non, on va se séparer de personne. Oui, c'est un peu fort quand je dis ça, mais quand par exemple on a des prestataires, par exemple, c'est pas forcément des salariés, mais on a des prestats qui travaillent pour nous, Alors, effectivement, sur la technique, sur tout ça, ça réduit les coûts, c'est ça que je voulais dire. Effectivement, ça réduit les coûts. Alors, sur les logiques de prestataires externes, effectivement, l'un des enjeux de la plateforme de mutualiser, c'est justement d'avoir un écosystème qui soit commun, quoi. Que ça soit pour je prends des exemples, mais que ça soit pour du merchandising en ligne, que ça soit pour du CRM ou tout type d'outils. Effectivement, l'idée, c'est de mutualiser et donc d'arriver sur un seul et même prestat, quoi, qui va équiper les marques. Donc effectivement, il y a des choix opérationnels qui se sont faits sur certains prestataires, quoi. Oui, mais ce qui est logique, puisqu'on parle entrepreneurial aussi, hein, je veux dire, on est là pour aussi optimiser les coûts. Concernant Adobe, là on parlait de refonte, mais Adobe en lui-même, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur Adobe? C'est-à-dire que ça peut s'adresser à un grand groupe comme une petite PME, voilà, qui veut faire un site. Comment ça se passe chez toi, Alexandre? Alors, grand groupe, oui. Petite PME, ça va dépendre. On a un modèle qui est quand même, alors, technologiquement et commercialement, qui est relativement flexible.
Nous, l'ADN historique de la solution, c'est la flexibilité. On a cette capacité. On propose quand même un scope fonctionnel assez riche. Donc oui, on va pouvoir s'adapter à la taille du projet. Et puis surtout, alors là, on parle des RAM, donc il y a un cas spécifique, vendre des chaussures, beaucoup de contraintes d'omnicanalité. Mais on travaille aussi beaucoup avec du B2B. On travaille avec des constructeurs automobiles. On travaille vraiment avec une grande variété d'industries, de types de clients et on va dire de projets différents. Oui, donc c'est ouvert à tous quand même. Oui, cette globalement, oui, effectivement. On a vraiment une grande nature de clients aujourd'hui voilà, dans des secteurs relativement différents. Très bien, donc ça sort donc là mi-septembre, le site, hein, c'est ça? Ouais, alors on va le sortir de manière séquencée, quoi. Un premier site va sortir début septembre, le deuxième normalement 15 jours, 3 semaines après, et le dernier un mois après, quoi. Oui, j'ai les chiffres, c'est par rapport aux marques que tu Par dis ça. rapport aux 3 marques, Entre effectivement. Boca, Geram et Melo. voilà, donc on a évoqué pas mal de choses. On va parler justement des projets futurs. Il y a deux sujets que j'aimerais bien amener sur la table. C'est d'un côté le marketplace et tu parlais justement des parcours omnicanaux tout à l'heure avec le prolongement de ces parcours. On va parler de marketplace. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà décrire, alors j'imagine que quand même ceux qui connaissent le e-commerce connaissent ce que c'est qu'une marketplace, mais j'aimerais qu'on le décrive quand même. Comment on peut décrire ça? Alors, la marketplace, on peut l'imaginer sous deux angles. On peut l'imaginer sous l'angle, nous, Eram, en tant que vendeur de chaussures, on va vendre sur des marketplaces, donc des grands sites de marketplace. Et le deuxième aspect, c'est nous, groupe Eram, devenons une marketplace. C'est-à-dire qu'on embarque sur nos sites des marques pour pouvoir les vendre sur nos propres plateformes. Mais avec votre confiance derrière, c'est ça, avec votre garantie de livraison, de tout ça, c'est ça? Exactement. En fait. Voilà, il y a le côté. Alors, pour la livraison, tout dépend sous quel angle on est, quoi. C'est justement, si nous, on va vendre sur d'autres marques, c'est nous qui expédions la marchandise. D'accord. Si par contre les marques viennent chez nous, c'est elles qui expédient la marchandise. Nous, finalement, on expose le catalogue des marques. La visibilité. On offre la visibilité, on offre notre trafic, et donc sur notre plateforme. Et ensuite, la marque charge à elle d'expédier la marchandise. Alors, ça sera en place au niveau du nouveau site ou ce sera pour plus tard, ça? Alors ça, donc à la sortie du site, nous, on est déjà aujourd'hui acteurs sur des marketplaces. Donc nous, on vend donc sur des sites externes, donc ça effectivement ça va être repris sur le site actuel et sur le prochain site. Par contre, le fait de devenir nous-mêmes une marketplace, ça par contre c'est vraiment un projet qui se construit sur du long terme, quoi. Clairement en termes à la fois de ressources et principalement de ressources, c'était pas envisageable d'avoir les deux développements en parallèle, quoi. Ça veut dire que Adobe, tu vas accompagner aussi ce projet-là plus tard? Alors, on va l'accompagner, on le fait déjà, alors pas directement avec Eram. On va dire que nous, on est une plateforme e-commerce donc qui permet d'afficher un catalogue, d'enregistrer des paiements, de gérer une relation client avec les informations. On a tous été sur des e-commerce. Je retrouve mes invoices, mes commandes passées, etc. Là où en fait on accompagne, c'est qu'on va s'associer avec d'autres solutions qui, elles, ont cette capacité de marketplace qui vont venir en fait s'embriquer avec notre solution et offrir cette capacité-là. Nous, on va toujours gérer cet aspect visuel, d'accès, de gestion de relations. Et en fait, ces extensions vont venir permettre à des revendeurs tiers de venir pousser leurs produits dans la plateforme. Donc c'est une association qu'on fait très souvent. Donc on accompagne effectivement bien d'une certaine manière, puisque c'est une extension du projet actuel. Donc c'est un enjeu futur effectivement de devenir une marketplace. C'est un enjeu futur, en tout cas on en est vraiment à l'idée, pour l'instant c'est encore embryonnaire, quoi. On est vraiment à l'idée de réflexion et à l'idée de construction du modèle économique. Mais en tout cas oui, ça fait partie effectivement des enjeux de développement, de développer notre gamme de produits et d'être encore plus performant, quoi. Alors dans le futur, j'ai aussi prolongement des parcours omnicanaux, plusieurs projets dont Ship from Store. Qu'est-ce que c'est que cela? Alors le Ship from Store, c'est un sujet qui existe déjà chez Eram. Le Ship from Store, c'est la capacité qu'ont aujourd'hui, donc suite à une prise de commande sur le site, la capacité à expédier non pas que seulement depuis nos entrepôts, mais également depuis nos magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le Ship from Store, le stock du e-commerce n'est plus seulement le stock de nos entrepôts, mais également toutes nos boutiques. Partout en France, au final. Voilà, exactement. Toutes nos boutiques deviennent des points de stock. Aujourd'hui, l'un des gros enjeux du e-commerce, c'est clairement le niveau de stock, quoi. Et là, le fait aujourd'hui d'avoir des stocks un petit peu partout en France dans nos boutiques, ça permet effectivement d'être jamais rupté, d'être jamais en rupture sur le site, quoi. Donc ça aussi, ça se travaille sur ta solution?
Exactement, il y a plein d'enjeux d'omnicanalité. Aujourd'hui, ça devient clé. On sait que les parcours sont pas seulement en ligne et physique, c'est surtout, c'est souvent entremêlés, on va dire. Donc, on parlait du ship from store. Il y a aussi des logiques de tablettes vendeurs avec accès aux informations. Il y a plein des bornes en magasin. Bon, il y a plein de scénarios. Eram a ses projets là-dessus et une bonne connaissance des enjeux, donc je me fais pas trop de soucis. Mais effectivement, c'est quelque chose d'actuel sur lequel nous travaillons beaucoup. Puisque c'est clé aujourd'hui dans les expériences clients et les consommateurs ont ces habitudes-là qu'il faut maintenir. Est-ce que justement, avec vos expériences à tous les deux, on parle d'e-commerce, donc tu es un spécialiste aussi du e-commerce, toi aussi finalement Julien, c'est quoi le futur un peu alors pas forcément le groupe Eram, hein, je parle, mais du comportement client, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on va plus se déplacer? Est-ce que vous pensez que ça va être de plus en plus dur finalement d'avoir une activité physique, enfin d'aller en boutique? Finalement, est-ce que le e-commerce va complètement basculer dans comment dire, l'achat va complètement basculer dans le e-commerce? Justement, c'est un sujet qu'on a abordé sur la route en venant tous les deux, donc ça tombe bien. Très bien. Parlez de vos expériences et de votre ressenti. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une augmentation on était tout à fait alignés là-dessus. On a vu une augmentation du trafic pendant le Covid, puisque les gens se sont déportés, puisque les boutiques physiques étaient fermées sur du trafic en ligne. Donc l'e-commerce a eu une belle croissance. Néanmoins, on voit que depuis que la vie est un peu plus revenue à la normale, le trafic web n'a pas dégringolé, mais a repris des niveaux sensiblement inférieurs, et celui dans les boutiques est revenu à une activité plus normale. Donc on voit que finalement, on a habitué les gens à aller en ligne, mais finalement, les gens quand même retournent dans les magasins et ont besoin d'y aller. Après, c'est difficile aujourd'hui de vous dire on peut aller sur un site, après aller dans le magasin. Il y a beaucoup de parcours mixtes qui sont plus durs à traquer. C'est un exercice. Et puis les gens, on en parlait, pour acheter des chaussures, pour acheter des vêtements, on a besoin d'essayer. Il y a plein de choses qu'on a besoin de voir et toucher. Donc complètement digital, personnellement, je te laisserai donner ton point de vue, mais je dirais non. Oui, je suis pas Ouais, alors ça dépend vraiment des marchés, mais en tout cas sur le marché de la chaussure, moi je suis aligné. Hein. C'est clairement, enfin, on a besoin d'essayer, non? on a besoin d'essayer, on a besoin de toucher. Et aujourd'hui, le marché de la chaussure, c'est à peu près 15% des ventes en ligne. On pense qu'il peut monter à 20, 25, mais clairement, le gros du marché se fera toujours en boutique, quoi. D'où le fait que pour nous, enfin en tout cas, la conviction qu'on a au groupe Eram, c'est vraiment de travailler justement l'omnicanalité, quoi. C'est vraiment de permettre de fluidifier un peu tous ces parcours entre le online, entre le physique pour donner toujours plus de services aux clients. Typiquement, ça passe par la livraison en boutique, le click and collect. Ça passe par les services d'e-réservation. Donc l'e-réservation, je vais sur le site, je réserve un produit, c'est sans engagement, c'est gratuit, je vais le chercher en boutique. Là, ça permet un peu de mixer le côté j'utilise Internet, mais je suis pas très très chaud pour acheter en ligne parce que j'ai besoin d'essayer. Voilà, on est typiquement dans le service qui permet de concilier les deux, un peu les deux mondes, quoi. Le physique et le online, quoi. Bon, ça sera presque le mot de la fin, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, il faut garder du physique, il faut garder du online. Alors là, on a parlé de ton marché bien spécifique, mais j'ai l'impression que c'est pour tout aussi, même par exemple pour de la pharmacie, pour des choses comme ça. Je pense qu'il y en a aussi qui ont besoin d'aller toujours en boutique et se déplacer. Vous êtes assez d'accord là-dessus au final? La pharmacie n'est peut-être pas le bon exemple. Mais le magasin n'est pas mort, en tout cas, si c'est ça la question. C'est un peu ça la question. Ouais. Il n'est pas mort et je pense qu'il ne le sera pas. Par contre, il a été quand même beaucoup secoué avec l'arrivée du e-commerce, quoi. Clairement, il a dû s'adapter, il a dû muter, mais il ne disparaîtra pas, quoi. Est-ce que Adobe, tiens, avant de se laisser, il y a des nouveautés à venir peut-être, Adobe? Est-ce que vous travaillez sur des projets en particulier? Alors sur cette solution-là, oui, on est en constante évolution, puisque Magento, c'était l'ancien nom, est sorti en 2008, donc on imagine que la solution a plus grand-chose à voir avec ce qui est sorti en 2008, c'est le cas. Donc on est en évolution constante sur ce produit-là. Après, sur l'offre en général, on a quand même un périmètre assez large. On travaille beaucoup sur la 3D aujourd'hui, donc toute l'extension de ce qui est l'offre créative, aller sur de la 3D, sur le texturing 3D, etc. Donc pas mal d'évolution de ce côté-là, et puis on continue sur les différents aspects. Donc. On continue à évoluer et à se tenir au fait des dernières nouveautés, à évoluer aussi sur les NFT, tous ces sujets-là. Le métaverse, voilà. Ah oui, on est en plein dedans. On va acheter maintenant des chaussures dans le métaverse, ça va être ça. Alors ça, c'est pas prévu pour l'instant, quoi. Non, c'est un peu loin peut-être. Bon, on en a terminé, non, Julien, Alexandre, un dernier mot ou on a terminé là-dessus? Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous en prie. C'est surtout, est-ce qu'on a bien tout évoqué? J'ai l'impression que oui. Et puis effectivement, on retrouve le site mi-septembre, début octobre. Tout à fait. Début septembre à mi-octobre, effectivement, les sites seront en ligne, quoi. Bon messieurs, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julien Paillard, responsable e-commerce du groupe Eram, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup Alexandre Sampol, spécialiste e-commerce, Adobe Commerce Solutions. Je te l'ai dit peut-être pas dans le bon sens, mais
Le message est là, merci à toi. C'est le principal. Merci beaucoup messieurs, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur cette émission et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.